Quand j'ai écrit même Le Silence, j'ai découvert le monde de l'écriture. Alors évidemment, l'expérience de l'écriture d'un mémoire est totalement différente parce que émotionnellement, c'est très chargé, ça peut être très très dur. Mais, mais l'activité en tant que telle, c'est-à-dire le fait d'être plongé dans un dialogue finalement avec soi-même, dans lequel on sait que l'on veut être lu. Et donc c'est quelque chose d'à la fois très très intime et en même temps c'est un moyen de communication où on ne sait pas à qui on écrit. On doit écrire pour un lecteur imaginaire. Donc c'est un petit peu aussi le lecteur que l'on est soi-même, avec qui on entre également en dialogue. Donc tout ça fait que c'est une expérience très très puissante. Ce n'est pas un livre noir, loin de là. Je crois que c'est une histoire d'amour, une très belle histoire d'amour, qui moi m'a conquise. C'est l'histoire d'une femme qui se cherche à elle-même et qui cherche les clés du bonheur. Julia se débat dans un monde et j'ai choisi comme monde ou comme scène l'Argentine des années 70. Ça aurait pu être n'importe où ailleurs, mais c'est vrai que il y a eu plusieurs choses. D'abord, le désir d'écrire un roman dans lequel les personnages fussent obligés d'être devant des choix existentiels forts. Et que, évidemment, l'Argentine des années 70, parce que c'était une dictature, parce qu'il y a eu un génocide de jeunes, ça a été surtout des jeunes, enfin, ça a été que des jeunes qui ont été assassinés, parce qu'ils pensaient et qu'ils voulaient ce que nous voulons, c'est-à-dire la liberté, le bonheur, la possibilité de vivre d'une façon authentique, que ce sont ces jeunes des années 70 qui ont disparu en Argentine, c'était des jeunes qui se sont nourris. Alors moi je parle de ma génération, mais je sais que nous sommes tous un petit peu les enfants de mai 68. C'est-à-dire qu'on a tous été marqués par ces jeunes qui voulaient la liberté de penser autrement, qui étaient dans l'irrévérence, mais une irrévérence créative. Et ici, en France, c'est merveilleusement soldé par un renforcement de démocratie, d'une certaine façon. Et on ne se rend pas compte de la chance que nous avons eue, sauf quand on le voit en perspective avec d'autres pays, comme par exemple l'Argentine, où ces mêmes jeunes, avec les mêmes idéaux, les mêmes drapeaux, la même envie de vivre, se sont retrouvés écrasés par la botte de militaires intolérants, avec une soif de pouvoir sans limite, etc., etc. Donc Julia, elle va naître dans cette Argentine, donc dans laquelle Perón est absolument l'icône, le mythe. Et à 16 ans, elle va découvrir l'engagement politique, en même temps que l'amour. En général, c'est toujours la même chose. Enfin, on s'engage par amour, je crois, quand on a 16, 17 ans. Et elle, ça va être son cas. Et elle va se retrouver emportée par le tsunami de l'histoire. Et je crois que c'est une réflexion qu'il est important d'avoir, parce que nous ne sommes pas à l'abri que ça recommence. Et qu'on a besoin de réfléchir à ce que nous sommes et au comportement que nous, hypothétiquement, pourrions avoir dans des situations de tsunami historique, pour nous donner l'occasion, au moins, de réfléchir. Peut-être que ça ne nous arrivera pas à nous, mais peut-être que nos enfants ou nos petits-enfants. Et que je sais que dans mon cas, le fait d'avoir été en France, d'avoir été élevé ici, d'avoir vu à longueur de journée des films sur la résistance, eh bien, c'est vrai que lorsque j'ai été en captivité, j'avais quand même des codes. Alors voilà, la ligne bleue, c'est cette recherche du bonheur. Elle est où? Il est où le bonheur? On est heureux parce qu'on a des trucs, on est heureux parce qu'il ne nous arrive rien dans la vie, on est heureux parce que la vie est facile et simple. Nous savons tous que la réponse n'est pas là. Même les gens qui ont tout peuvent être très malheureux. Alors le bonheur, il est où? Et je crois que c'est une réflexion qui est valable, et la ligne bleue, voilà. C'est des tiroirs que l'on peut ouvrir, puis on peut
essayer de voir avec ce qui nous arrive, nous, dans notre vie normale. Essayer de donner nos propres réponses avec notre propre vécu. Au fil de mes lectures, alors je fais en ce moment un doctorat en théologie, et dans ce que je lisais, je suis tombée sur un groupe de prêtres catholiques dans les années 70 en Argentine, qui s'appelle le groupe de prêtres pour le tiers-monde, qui avait pour vocation la lutte sociale. Et ils vont payer de leur vie un combat qui est, en fait, dont la source est un engagement spirituel. Et l'un d'eux, moi, m'avait conquis, parce que je l'avais trouvé, enfin, c'est véritablement un héros romantique, un petit peu comme on peut le trouver dans Dumas, enfin, vraiment, c'était un gars. Et son but est de les défendre, et de les défendre avec tout, c'est-à-dire non seulement avec son combat et sa présence physique et de quotidienne, à vivre leur vie, mais aussi à être le guide spirituel d'une nouvelle jeunesse, de ces jeunes qui finissent le collège en Argentine dans les années 70. Et puis, justement, ces jeunes-là deviendront, quelque temps après, les chefs d'une guérilla qui s'appelle les Montoneros. Alors, évidemment, le gars, il n'est que séduisant. Alors, moi, j'avais déjà dans mon idée de réfléchir sur ce qu'il avait fait, ce qu'il était. Et un jour, je suis en vacances en Australie. Alors, il faut vraiment le faire. L'Australie, entre l'Australie et l'Argentine, vraiment, il n'y a aucune relation. Ceci dit, moi, je suis sur une plage sable blanc en Australie. Et puis, j'ai une femme qui s'approche et qui me dit « Ah, j'ai lu votre livre. » Alors, elle parlait du premier, de Même le silence. Et elle me dit « Je suis argentine. » J'avais 16 ans lorsque j'ai découvert l'amour, et c'était un chef de réseau de l'organisation des Montoneras. Je suis devenue guerrillera montonera. Et elle commence à me raconter son histoire. Et moi qui avais dans ma tête le père, donc Mujica, et que évidemment, je me dis, mais c'est pas possible, c'est vraiment une trop grande coïncidence. Et comme ça, en l'écoutant, je lui dis, est-ce que ça vous embêterait de vraiment me raconter en détail ce qui vous est arrivé, parce que j'aimerais beaucoup utiliser cette histoire que vous êtes en train de me raconter, parce que j'ai écrit un roman, et justement, c'est un roman sur les Montoneros, et justement, c'est un roman sur ce que vous me dites. Et elle me dit, ben, je serais ravie. Alors, c'est pour ça que je vous dis, j'ai été très aidée. Donc voilà, la ligne bleue, c'est une conversation avec vous tous, dans une réflexion sur ce que nous sommes en tant qu'être humain, ce qui fait qu'un jour, quelqu'un devient héros, et que cette même personne pourrait, pourquoi pas, être devenu un bourreau. Je crois que nous faisons partie d'une société qui a anéanti le spirituel en le faisant redevable d'une expérimentation scientifique. Je m'explique. La vérité, quelque chose de vrai, on l'apprend à l'école. Pour que ça soit vrai ou pour que ça soit faux, il faut que le vrai et le faux soient médiatisés par une preuve scientifique. S'il n'y a pas ça, eh ben, c'est pas vrai ou c'est pas faux. Sauf que, en tout cas pour moi, c'est une vérité basique. L'être humain n'est pas que physique. Et qu'il y a des tas de choses qui nous arrivent, que nous ne pouvons pas expliquer. Je vais vous donner un exemple. J'avais 16 ans, je sors de l'école, et je marche vers la maison. Alors, je suis en Colombie. Okay. Et à ce moment-là, la Colombie, bon, c'est la Colombie, avec les problèmes qu'il y a en Colombie. Et je vois venir sur le même trottoir que moi un groupe de 3 militaires en uniforme de camouflage. Et je suis prise de panique. Et je me souviens me disant, il faut que je parte en courant. Et ma vie durant, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que j'ai eu cette réaction ? C'est pas possible d'être aussi bête. J'étais innocente. J'avais pas à me sentir coupable de quoi que ce soit. Pourquoi j'avais eu si peur ? Eh bien, j'ai compris. Ça a été comme ça le jour où j'ai été séquestrée. Parce que les gars qui m'ont séquestrée étaient en uniforme de camouflage. Et quand je l'ai été, tout d'un coup, j'ai fait le lien. Je me suis dit, ça ne peut être que ça. Bonsoir. Pour parler quand même de la Colombie et du pardon,
et de la confession. En 2002, vous meniez une campagne présidentielle avec Oxygena Verde. Si vous aviez été élu président de la Colombie, que seraient devenus les FARC? Bon, ça, c'est une question que je me suis posée aussi, et je crois que c'était très bien que je ne sois pas élue. Parce que j'aurais été... Bon, je n'avais pas assez d'expérience, et je crois que j'aurais été très naïve. Et je crois que je n'étais pas préparée pour... les FARC sont une organisation, et surtout à l'époque, parce que les FARC ont aussi changé. Les FARC d'aujourd'hui qui négocient avec Santos aujourd'hui ne sont pas les FARC qui m'ont capturé. Je pense que si le Monohoy n'était pas mort, il serait impossible de faire autre chose que de confronter les FARC militairement. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris. Et moi, je voulais faire la paix à ce moment-là, et je suis certaine qu'il n'était pas mûr en tant qu'organisation pour faire la paix. Juste une dernière question sur l'impardonnable. Mandela a été le symbole de la paix en Afrique du Sud, Gandhi en Inde ou Lech Walesa également. Ce sont des hommes qui ont été récompensés en quelque sorte par leur peuple. Pourquoi le peuple colombien ne vous a-t-il pas récompensé de votre souffrance? J'ai été récompensée par le peuple français. Voilà. Tous les jours, j'ai des gens, tous les jours, mais vraiment, quand je dis tous les jours, c'est tous les jours que je suis en France, dans la rue, j'ai quelqu'un qui s'approche pour m'embrasser. Bien, merci beaucoup Ingrid Betancourt pour cette rencontre et pour votre présence ici.